Bonjour, je suis Max Chauvineau. Et je suis Timo Masson, bienvenue dans ce tout premier podcast de l'univers des comics. Dès maintenant, toutes les 2 semaines, nous allons vous parler de 4 sujets. On commence aujourd'hui. Évidemment, nous allons commencer avec 2 sujets d'actualité. Premièrement, nous reviendrons sur le récent tweet de l'auteur Mark Millar qui a révélé pas mal de nouveautés du côté des futurs films Millar World de Netflix. Nous décortiquerons le tout ensemble. Et deuxièmement, nous aborderons un autre sujet d'actualité, à savoir le DC Fandom, et plus précisément l'annonce de 2 nouveaux jeux durant cet événement. Nous parlerons ainsi de ce que nous pouvons attendre de ces jeux. Ensuite, nous parlerons de 2 sujets que nous avons spécialement choisis pour vous. Tout d'abord, à la fin de cet univers, nous nous pencherons sur ce que nous a appris l'univers X-Men en 20 ans et 13 films. Spoiler alert, et il y en a quelques-unes. Enfin, nous avions aussi envie de vous parler d'un auteur que nous aimons tous les deux particulièrement, c'est Scott Snyder. Alors, nous reviendrons ainsi sur qui il est et ses plus grandes œuvres à ce jour. Mais cette semaine, Mark Millar, auteur de multiples comics, a publié un tweet assez intéressant et qui regorge de nouveautés concernant les futurs films adaptés de ses comics. Nous allons commencer par ça. Timo, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'annonçait ce tweet ? À ce tweet, il était très court. Maintenant, à l'ère où on peut avoir plusieurs, je ne sais plus le nombre de caractères, désolé, mais on sait avoir beaucoup plus de caractères qu'avant sur Twitter. Eh ben lui, en à peine 20 mots, il nous a balancé des news sur 6 films. Et en fait, il nous a confirmé que 2 des films qui avaient été annoncés en 2018, mais sur lesquels on n'avait encore eu aucune news jusqu'à présent, à savoir Sharky the Bounty Hunter, qui se centre sur un chasseur de primes dans l'espace, et Huck, qui se centre sur un super-héros un peu discret dans sa petite bourgade, ces 2 films seront dans les 4 prochains à tourner. Alors, on ne sait pas encore ce qu'a sera le 4e film, mais il y aura un 3e film aussi qui a été annoncé par Millar dans ce tweet. Il s'agira d'une adaptation de Prodigy, l'un des tout derniers comics de Mark Millar, publié l'année passée, et qui se centre sur l'homme le plus brillant et le plus intelligent sur Terre qui est en quête de nouveaux challenges. Ok, alors si je compte bien, ça en fait 3. Mais alors, du coup, quid des autres films ? Alors, dans ce même tweet, Millar a aussi annoncé qu'il y aurait une 2e vague de films dans laquelle il y aurait Empress, qui est le 3e film qui avait été annoncé à la base en 2018 et qui se centre sur l'impératrice Emporia, qui décide de s'échapper de l'emprise de son mari, le pire dictateur de la galaxie. Mais alors, dans cette nouvelle vague, il y a aussi 2 nouveaux films, décidément. Donc 3 nouveaux films annoncés au total. Et donc, Mark Millar a annoncé qu'il y aurait aussi une adaptation de Space Bandits, qui se centre lui aussi dans l'espace sur 2 mercenaires, et l'adaptation très attendue de Reborn, qui se centre sur une femme qui, après son décès, se retrouve ni en enfer ni au paradis, mais dans un monde fantastique dans lequel il faut lutter pour survivre. Et cette adaptation, elle sera produite par Sandra Bullock. Ok, donc à travers ce tweet, on s'aperçoit que quand même 6 films, c'est déjà énorme. Mais du coup, en réalité, c'est pas tout, vu que Netflix va produire des séries adaptées de Millar World. Est-ce qu'on a un peu de nouveau à ce sujet ? Alors malheureusement, on peut pas tout avoir. On n'a pas eu de nouveauté sur ces séries-là, et pourtant on sait que la première adaptation de Millar World a débarqué sur Netflix. Ce sera une série, c'est l'adaptation de Jupiter's Legacy, qui apparemment aurait déjà tourné. Il y a déjà un cast, etc. Mais c'est pas la seule série, à vrai dire. On aura une adaptation aussi de American Jesus, qui sera à la fois en anglais et en espagnol. On aura une adaptation d'un autre comics très récent, de Magic Order, ou alors encore même une adaptation animée de Super Crooks. Bon, tout ça pour dire que Netflix va peut-être jouer sa carte maîtresse et n'a sans doute pas à craindre des Marvel avec Disney+, ou des DC principalement avec HBO Max maintenant, car s'ils ont la carte Millar World qu'ils doivent encore abattre, ça risque de faire mal. C'est vrai, c'est vrai. Et évidemment, tous ces comics, nous vous les conseillons, mais c'est vrai qu'American Jesus est quand même extrêmement bon et décalé, donc si vous deviez en choisir un parmi tout cela, je vous conseillerais pour ma part American Jesus. Nous allons passer au deuxième sujet d'actu, qui est du coup les annonces faites pendant le DC Fandom. Yes, le DC Fandom, c'était quoi ? C'était un événement, un événement en live, donc en streaming pendant 24 heures le 22 août dernier, notamment pour remplacer la Comic-Con qui avait été annulée.
Et durant cet événement, DC a fait beaucoup de news sur des films, mais aussi sur des jeux vidéo, dont 2 nouveaux jeux qui ont été annoncés, Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League. Alors Max, que peut-on attendre de ces jeux? Effectivement, le DC Fandom, c'est un peu leur manière de dire impossible n'est pas DC. Et du coup, ils ont assez gâté les fans pendant ce week-end. Donc, les 2 jeux. Le premier, tout premier, Gotham Knights. En fait, c'est un jeu qui est édité par Warner Bros. Game Montréal, qui va sortir en 2021. Et en fait, qui prend un petit peu de distance avec l'excellente série des Batman Arkham. Donc, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origin et Arkham Knight. Et du coup, en fait, je parle de largesse parce que le jeu en lui-même ne se concentrera pas totalement sur Batman. C'est-à-dire que, en fait, il va se concentrer sur la Bat Family. Je m'explique. En fait, à travers la bande-annonce, on a pu découvrir l'histoire et l'histoire commence avec le fait que Bruce Wayne, Batman, est mort. Il est annoncé comme mort. Il a disparu. Et donc, du coup, il y a une vidéo qu'il avait préenregistrée qui est envoyée automatiquement à la Bat Family si jamais lui mourait et qu'il leur confie en fait les clés de Gotham en leur disant qu'il compte sur eux, qu'il a toujours eu confiance en eux pour défendre la ville si jamais il était plus là. Et donc, du coup, ce jeu va se concentrer sur le fait de pouvoir jouer avec la Bat Family. Donc, on parle de Batgirl, de Robin, de Red Robin, qui était du coup Tim Drake, mais qui a repris le nom de Red Robin, de Nightwing et de Red Hood. Voilà. Donc le choix de héros est assez vaste, on peut passer de l'un à l'autre, et du coup, c'est un open world où on va pouvoir améliorer nos héros, voyager dans la ville comme on veut, en fait jouer à notre manière. Et donc du coup, c'est vraiment une volonté des éditeurs, ils l'ont expliqué pendant leur conférence à la DC Fandom, d'avoir vraiment un jeu qui prenait un angle différent de simplement jouer Batman, et surtout de laisser véritablement une immense liberté aux joueurs de pouvoir parcourir librement Gotham. Donc voilà. Libre à vous maintenant d'attendre ce jeu pour jouer et dans un open world sombre et nerveux. Ok, mais niveau méchant, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir comme méchant? Alors là, bien évidemment, Warner Bros. Montréal nous ont régalé, hein, tout à fait, parce que la cinématique nous montre que dans un premier temps, nous allons devoir affronter le génial Mr. Freeze, qui décide d'utiliser une machine qu'il appelle le Storm Engine, si je ne dis pas de bêtises, la machine à tempête, qui jette en fait une immense vague de froid sur la ville. Mais du coup, à travers la bande-annonce, on découvre aussi qu'il y aura d'autres ennemis, et notamment la fameuse cour des hiboux qui n'avait encore jamais été portée en jeu vidéo ou à l'écran. Et donc, cette cour des hiboux qui est une espèce de société secrète qui dirige dans l'ombre Gotham et qui utilise des hommes de main qui sont des anciens soldats qu'ils ont formés, qui s'appellent les Ergots, et qui sont des soldats qui viennent de toutes les époques de Gotham, et qu'ils arrivent à conserver parce qu'ils sont déjà morts, et ils les gardent dans des grands freezers, si on peut dire. Résumer ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à travers cette histoire, nos héros n'auront vraiment pas de temps à perdre. Ok, et Suicide Squad alors? Alors, autant le prochain jeu Batman était supposé, était attendu, on ne savait pas encore ce que c'était, autant le jeu Suicide Squad Kill the Justice League a été un peu un pavé dans la mare, on s'y attendait pas du tout, et du coup c'est Rocksteady qui normalement du coup sont le papa de Batman Arkham. C'est eux qui vont développer ce jeu qui va être fait globalement dans la dynamique de jeu comme Gotham Knights, où on va avoir une équipe de héros, on va pouvoir changer de l'un à l'autre, les personnaliser, les améliorer, etc. Et on va pouvoir parcourir librement la ville. Alors probablement que ça sera peut-être pas Gotham, mais ça sera probablement Metropolis, comme on le voit dans la bande-annonce. Et du coup, on va utiliser, on va pouvoir jouer avec la pire équipe de héros de l'univers d'ici, la Suicide Squad. On va pouvoir incarner 4 personnages, pour l'instant, qu'on a vu dans la bande-annonce: Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn ou King Shark. Et du coup, on a là aussi un open world, sauf que celui-là est décalé et délirant, comme le comics de base. Ok, mais donc les méchants de l'histoire, si c'est pas la Suicide Squad, c'est qui? Alors du coup, c'est là que les choses s'épimentent un peu, en fait. La Suicide Squad, comme le dit le titre,
va devoir éliminer la Justice League of America. Alors on ignore pourquoi ou comment la Justice League tourne mal ou deviennent méchants, mais dans le trailer, on voit Brainiac en fond, qui est en train d'attaquer la ville. Donc on peut se dire que potentiellement, peut-être qu'ils seront, je sais pas, contrôlés ou convertis par l'intelligence artificielle, et donc du coup c'est pour ça qu'ils se retourneraient contre la ville et contre les innocents. On voit d'ailleurs dans la bande-annonce un Superman qui sauve un pilote simplement pour ensuite lui faire exploser le cerveau. Donc c'est assez, ça se voit assez décalé, assez noir, et peut-être que du coup ça pourra donner son lot de politiquement incorrect aux joueurs. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas vu le trailer, je vous le conseille, il est fun et nerveux, et on retrouve vraiment tout l'esprit décalé de la Suicide Squad. Du coup, pour le verdict, il va falloir attendre 2022. Personnellement, j'ai hâte. Qui n'a jamais rêvé de jouer les méchants? Voilà, j'ai C'est rien vrai. d'autre à ajouter. Eh bien, c'était une très bonne phrase pour conclure, et on va passer au sujet spécialement choisi. Et tout d'abord, un sujet sur les New Mutants. Donc, après avoir été reporté pas moins de 4 fois quand même, The New Mutants est enfin sorti la semaine dernière au cinéma. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était le 26. Ça. Ouais, c'était la semaine dernière, le 26 août. Le 26 août. Et avec ce film, du coup, c'est non seulement en fait la fin d'une saga de report de date, mais c'est aussi la fin d'un univers partagé, l'univers X-Men. Et maintenant, du coup, que cet univers est fini, la question qu'on peut se poser, Timo, c'est qu'est-ce qu'on a appris en fait finalement en 13 films? C'est clair que sur 20 ans d'existence, il faut aussi rappeler que c'est le tout premier univers partagé de comics au cinéma, hein, mine de rien. Eh ben, on a appris beaucoup de choses, forcément. Alors après, quand j'ai un peu regardé le tout, je me dis que tout tourne un peu autour de Wolverine, sans vouloir être méchant, hein. Donc, dans la plupart des films X-Men, c'est finalement Wolverine qui est le mutant le plus mis en avant. C'est le cas de la première trilogie, mais c'est aussi le cas de X-Men Days of Future Past. Et dans les films dans lesquels il n'est normalement pas présent, on arrive quand même à lui mettre un caméo, hein, comme dans X-Men First Class ou dans X-Men Apocalypse même. Et alors, à côté, Wolverine, pour nous montrer à quel point cet univers tourne autour de lui, c'est le seul avec Deadpool à avoir eu un film solo. Et pas qu'un seul même, vu qu'il en a même eu 3. Particularité aussi, vu que Wolverine a eu 3 films qui sont dans 3 périodes différentes, ce qui est assez particulier. Mais donc on a un film qui se situe dans un passé qui est commun aux 2 réalités, parce qu'il y a plusieurs timelines dans cet univers X-Men, on va sans doute y revenir, avec le très célèbre et très bien réalisé X-Men Origins Wolverine. Vous avez entendu l'ironie, bien sûr. Donc, J'ai eu un alors, petit doute. voilà. Donc, ensuite, on a eu The Wolverine, très sobrement intitulé, et qui lui se situe dans le futur après le 3e film X-Men, donc, c'est-à-dire dans l'ancienne réalité qui a été effacée par X-Men Days of Future Past. Et alors, après, on a eu Logan qui se situait dans un futur plus lointain, qui, pour nous, maintenant, n'est plus très lointain, vu que 2023, c'est plus très loin, et qui, en fait, tout simplement, la fin de la saga de Wolverine sur l'intégralité de ses films. Et quelle fin, si je peux me permettre. Ah oui, oui, oui. Donc c'est vrai qu'effectivement ça se sente beaucoup sur Wolverine, mais pas seulement lui, Deadpool aussi ces dernières années. Globalement, on a le même line-up au fil des films en fait. On va retrouver Tornade, Jean Grey, Cyclope, le Fauve, Mystique. Mais au-delà des personnages, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cet univers, selon toi? J'en ai légèrement parlé juste avant, mais la timeline, donc la ligne du temps de cet univers X-Men, elle a énormément changé, hein. Donc, tout a commencé avec une trilogie qui se déroulait à notre époque moderne, on va dire. Et puis après, ils ont décidé de faire un préquel avec le fameux X-Men Origins Wolverine. Ironie numéro 2. Et puis après, on a eu un autre préquel, parce qu'ils se sont dit, les films dans le passé, c'est cool. Donc on va reprendre, on va commencer dans les années 60 avec X-Men le commencement, qui lui était vraiment très bon, sans ironie. Et puis après, on a eu une suite à la fois de X-Men First Class et du 3e X-Men, X-Men l'affrontement final, avec X-Men Days of Future Past. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer, parce que déjà, il y avait du voyage dans le temps, et on le sait, le voyage dans le temps, quand
ça implique pas mal de choses, pas mal de conséquences, potentiel paradoxe, potentiel entre guillemets faux raccord entre les réalités. Et voilà, c'était le début vraiment des ennuis pour cette timeline, parce qu'après on a eu la suite de cet univers, mais toujours dans le passé, alors forcément avec des incohérences par rapport à la première trilogie, etc. Ou des personnages comme Mystique par exemple qui changent du tout au tout. Et c'était une méchante dans l'ancienne réalité, mais là c'est genre la leader des X-Men. Donc voilà. Mais alors après, à côté de ça, on a eu des films solo. Alors comme je l'ai expliqué, le cas de Wolverine avec 3 films dans 3 époques différentes. Mais on a eu Deadpool ou récemment les New Mutants. Et ceux-là sont finalement assez difficiles à placer dans cette chronologie. À part quelques clins d'œil ou des caméos dans Deadpool 2, on ne sait pas vraiment exactement où ils se situent. Ce qui au final nous donne un ordre de visionnage assez compliqué à réaliser. Tout à fait, surtout que dans Deadpool 2, Deadpool utilise le dispositif de voyage dans le temps de Cable, du coup, pour changer le passé. Donc, du coup, on peut se dire aussi qu'il y aura une autre réalité suite à ça. Oui, enfin voilà, moi je sais que quand j'ai dû faire l'ordre de visionnage, c'était tout un bazar parce que c'était vraiment réfléchir. Alors, d'un point de vue chronologie non seulement, mais d'un point de vue visionnage surtout. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus logique, quoi? C'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est assez compliqué. Mais du coup, en dehors des films en eux-mêmes, on va retenir quand même quelques points sur les réalisateurs. On va commencer avec un Bryan Singer assez inconstant. Le premier X-Men était bon, moi je l'ai trouvé vraiment bon pour un premier film quand même qui date de 2001, si je dis pas de bêtises, donc 19 ans. X-Men 2 était passable, Days of Future Past était très bon, Apocalypse était pas du tout bon. On a eu un très bon film de Matthew Vaughn, hein, comme tu l'as dit, First Class, qu'on aurait peut-être voulu voir plus dans cet univers. Malheureusement, voilà, après, Simon Kimber a pris la suite. Il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir, parce que du coup, ce que ça a donné, c'est quand même Dark Phoenix, et c'est quand même le meilleur film de tous les temps X-Men, hein, on va pas se le cacher. La magnifique conclusion, ouais, tout à fait. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'était pas extraordinaire, tout ça. Oui, après en conclusion, c'est vrai que désolé, on est un petit peu négatif, on crache un peu sur cet univers, mais en conclusion, je trouve qu'il faut retenir au-delà de ça, c'est qu'après 20 ans, eh ben les super-héros sont toujours à la mode. Ça c'est quand même un truc de dingue. On n'aurait pas imaginé avec la sortie du premier X-Men que ça aurait un impact culturel aussi énorme qu'il y a eu en fait, hein. Donc et ça, c'est vrai que pour nous fans de comics et professionnels dans ce domaine-là, c'est du pain béni. Et voilà, et après on peut vraiment regarder à tout ça et commencer à dire c'est quoi son film préféré, et cetera. Donc pour toi, Max, sur ces 13 films, c'est lequel que tu avais préféré? Ah bah, ça reste X-Men Wolverine Origins, évidemment. Non, je plaisante. Non, mon préféré reste Logan, parce que c'est le seul de tous qui n'est pas construit comme un film de super-héros, donc c'est pour ça que c'est généralement, pour moi, ce sont les meilleurs films de super-héros, c'est ceux qui ne sont pas construits comme des films de super-héros. Donc ça restera Logan. Et toi? J'ai beaucoup aimé Logan, mais celui sur lequel je me suis le plus éclaté, et c'est parce que j'aime beaucoup les histoires un peu complexes, c'était X-Men Days of Future Past. Parce que je trouvais que c'était assez chouette d'avoir le cast à la fois de la première trilogie et de la nouvelle trilogie, les voir interagir en quelque sorte. Donc voilà, c'était assez bien foutu. Franchement, c'était peut-être le meilleur film de Bryan Singer dans cet univers-là, parce que c'était un scénario relativement complexe. Et alors, on va terminer ce podcast avec un sujet dont on n'a encore parlé nulle part, hein, sur nos différentes branches de l'univers des comics. Donc, on voulait vous en parler aujourd'hui pour la première fois, et on voulait s'attarder sur un personnage un personnage, pardon. C'est un personnage, oui. C'est un Mais personnage. c'est un personnage, un auteur. Un auteur qu'on aime particulièrement bien, c'est l'auteur américain Scott Snyder, un scénariste de génie. Mais du coup, Max, dis-nous tout. Qui est Scott Snyder? Alors, pour la petite histoire, on va refaire un petit peu sa bio. Donc, il est né en 76. C'est un scénariste américain de comics qui est assez connu maintenant mondialement.
notamment pour son travail sur plusieurs œuvres. On peut citer American Vampire, la série Detective Comics, qui publie du coup des histoires de Batman, Batman en lui-même, Swamp Thing et plus récemment The Wake. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver chez DC Comics, il commençait sa carrière d'auteur en travaillant sur certaines histoires chez Marvel Comics. Et notamment, son tout premier travail était une aventure de la Torche Humaine qui est parue en juillet 2019. Pour ceux qui ont envie de fouiller, voilà. Vous cherchez Human Torch juillet 2019, vous devrez pouvoir la trouver. Il travaille ensuite sur une mini-série Iron Man Noir. Et ensuite, il décide de participer à un concours de nouvelles. Et il publie 2 nouvelles pour ce concours qui sont du coup choisies par Stephen King, qui était l'un des jurys. Et elles vont être inscrites dans la liste des meilleures nouvelles de l'année 2007. Et oui, donc du coup, c'est un peu avant La Torche Humaine, pardon. Et j'ai un problème de timeline, là, un peu comme X-Men. Oui, en plus, je crois on parle de 2009, hein, pas 2019, du coup. J'ai dit 2019? Ah, autant pour moi. Bref. Donc, bref, à la suite de ça, du coup, il va décider de prendre l'opportunité qu'il a d'avoir été repéré par Stephen King pour lui présenter son projet American Vampire. Et du coup, Stephen King est emballé et lui propose de participer à l'écriture du comics. Ce qu'il accepte, ce que Snyder accepte volontiers. Et du coup, ça facilite en fait le fait que ce comics soit accepté, cette série de comics soit acceptée par DC Comics. Et du coup, son premier numéro va sortir en 2010, en mai 2010, et il sera publié chez Vertigo, qui est rattaché à DC Comics. Et ensuite, par la suite, comme American Vampire va avoir du succès, DC va lui demander d'écrire sur plusieurs autres comics, et du coup, Snyder va choisir de travailler sur Batman, puisque c'est un personnage qu'il aime particulièrement. Donc, il va commencer à prendre le rôle de scénariste, la place de scénariste sur Detective Comics, et ensuite, il va continuer de bosser. En parallèle, il continue d'écrire des romans. Il publie en 2011 un roman assez bon qui s'appelle The Goodbye Suit, qui va être publié chez Dial Press. Et puis en 2012, au niveau comics, il devient scénariste sur la série Swamp Thing. Et enfin, en 2013, c'est avec le partenariat qu'il a avec Jim Lee qu'il va lancer une nouvelle série de comics qui s'appelle Superman Unchained. Oui, ce run sur Batman, je pense que chez DC, c'est surtout ça qui l'a fait monter les échelons au niveau des best-selling writers. Je pense. Ouais, donc voilà, il a pris la série Justice League en main aussi. Donc voilà, c'est pas n'importe qui peut prendre Batman et Justice League chez DC. C'est vrai. Et voilà, donc c'est vrai que ça nous fait un CV sacrément impressionnant de la part de Scott Snyder. Mais dis-moi, Max, il a gagné des prix, non, pour Monsieur Snyder, pas qui n'a rien à voir avec Zack Snyder en précis. Eh ben effectivement, oui, il a gagné un certain nombre de prix, ce qui est assez impressionnant. Donc évidemment, en 2011, pour sa série American Vampire, il gagne le prix Eisner, donc, qui est quand même le prix le plus prestigieux de l'univers du comics. Et il gagne également le prix Harvey, tous les deux pour la meilleure nouvelle série. En 2012, il va gagner le prix Eagle du meilleur scénariste, le prix Stanley de la meilleure série pour Detective Comics et le prix Stanley du meilleur scénariste. Il va également gagner le prix de l'homme de l'année pour le prix Stanley de l'homme de l'année. Enfin, il va gagner 2 autres prix. En 2014, il regagne un Eisner Award pour la meilleure mini-série avec The Wake. Et en 2019, il est récompensé pour l'ensemble de sa carrière par le prix Inkpot. Ouais, carrière qui finalement est relativement jeune en plus, hein, donc c'est assez impressionnant. Et il est vrai qu'on aime tous les deux cet auteur, hein, donc c'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais je trouve qu'il est toujours intéressant de se dire, au-delà de ce qu'on a préféré, au-delà de ce qu'on aime, c'est comment est-ce qu'on a découvert cet auteur. Donc pour ta part, Max, comment tu as découvert Scott Snyder? Et si ce n'est pas cette œuvre-là, c'était quoi ton œuvre préférée jusqu'à présent dans ce que tu as lu de lui? Alors, je dirais que j'ai beaucoup aimé son travail avec Greg Capullo sur Batman année 0. Non, Batman année... si, Batman année 0, Ouais, les pardon. 0, ouais, c'est Ouais. ça. Si je me trompe pas, il a aussi travaillé, c'est lui qui est derrière La Cour des Hiboux. Je crois pas me tromper, donc du coup, c'est ces deux-là qui m'ont vraiment fait découvrir l'auteur, et j'ai tout de suite adoré à l'écriture, et notamment aux dessins de Capullo, qui sont très particuliers, mais que j'aime beaucoup. Et toi? Pardon, excuse-moi, je t'ai pas demandé. Et toi, du coup? Pas de souci. En fait, je l'ai découvert aussi avec La Cour des Hiboux, hein, donc
qui ont fait le tome 1 de la série Batman New 52. Et moi j'ai aussi directement accroché. Mais ce que j'ai préféré, finalement, c'était, je crois que c'est le tome 3, c'est le deuil de la famille. Parce que c'est vraiment une histoire qui va faire évoluer non seulement la relation entre Batman et sa Bat Family, hein, dont on a parlé pour le jeu Gotham Knights notamment, et qui va aussi faire évoluer la relation assez complexe entre Batman et son némésis, le Joker. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très bien écrit, parce que ça approfondit non seulement Batman, mais aussi ses différents personnages. Eh ben écoute, j'aurais pas mieux dit pour conclure. C'est donc avec cela qu'on va finir notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que ces sujets vous auront plu. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez vous le permet. Et si vous avez envie de nous proposer un sujet pour la prochaine fois, il faut surtout pas hésiter, mais il faut savoir que cela se passe sur notre Patreon et si vous êtes abonné. Alors, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas ce que vous attendez si c'est pas encore fait. Vous avez accès à du contenu exclusif sur notre site, mais aussi à du contenu en avant-première, tant en vidéo qu'en termes de calendrier de publication, du behind the scenes avec un vlog. Bref, on vous réserve plein de choses en plus. Donc, qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai. Alors moi, perso, j'ai pas attendu, mais je me demande ce qu'ils attendent. Enfin, en tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.